Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Acura lance le ZDX 2024 100% électrique. Les EQE et EQS de Mercedes pourraient passer à une plateforme 800 volts. Volkswagen débute en Allemagne la production de la ID.7 et Tesla facture maintenant au kilowattheure. Des pertes importantes sont à prévoir chez Ford et une étude démontre le faible impact de la recharge rapide sur les batteries de véhicules électriques. Des nouvelles bornes en partage de puissance dynamique sont disponibles au circuit électrique. Roulez vert avec Stéphane Levert, on parle du préconditionnement des véhicules. Il n'y a pas juste des voitures, on parle du scooter Piaggio 1. Et en grande entrevue, on parle de la disparition graduelle et triste des petits véhicules électriques. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 156 de votre podcast Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous avez passé un excellent 2 semaines. En tout cas, pour ma part, ce fut un excellent 2 semaines. On conjugue comme on peut avec la météo qu'on a, mais malgré tout, on essaye de passer une belle fin d'été. Vous avez été plusieurs à nous revenir après les vacances. Là, l'épisode précédent, beaucoup de téléchargements. On a eu aussi un hors-série la semaine dernière où on relatait là, avec notre invité un voyage plus ou moins planifié avec une voiture électrique pour quelqu'un qui était pas trop familier non plus avec sa voiture électrique, qui était un nouvel utilisateur. Puis il nous a raconté là, à quel point, malgré tout, au Canada comme aux États-Unis, il n'y avait eu aucun problème à circuler, à se charger. Évidemment, dans certains coins aux États-Unis, ça demande un peu plus de planification, mais même en le faisant sur le pouce, là, sans grande planification préalable, il a réussi à passer un excellent voyage. Donc, nos abonnés ont pu l'écouter. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est parce que vous n'êtes pas abonné. On me demande souvent, tu t'expliques comment s'abonner, ça donne quoi s'abonner? Moi, je l'écoute en ligne quand ça sort. Ben, l'abonnement, ça fait en sorte que les épisodes de Silence on roule sont poussés automatiquement sur votre appareil, votre téléphone ou votre tablette, là, et ça coûte rien. Et pourquoi c'est intéressant de fonctionner comme ça? C'est que, vous allez manquer aucun épisode parce que automatiquement ils sont poussés sur votre tablette, puis vous êtes avisé qu'il y a un nouvel épisode qui vient de sortir, puis vous l'avez là dans les minutes qui suivent la publication. Mais il y a plusieurs épisodes, les hors-séries, qui ne sont diffusés que aux gens qui sont abonnés. Donc, on les rend pas disponibles sur Facebook ou sur notre site web. Donc, si vous voulez les écouter, il faut être abonné. Donc, c'est pas compliqué. Abonnement.silenceonroule.com, abonnement.silenceonroule.com, et on vous explique là comment faire, que ce soit avec un appareil Apple ou un appareil qui fonctionne sur Android, là, comment vous abonner et les recevoir automatiquement, ce que je vous suggère grandement de faire. Aujourd'hui, on a un épisode très intéressant. On va avoir une chronique avec Stéphane Levert qui va nous parler là, du préconditionnement, du préchauffage d'un véhicule, la nuance entre les deux, comment ça fonctionne. Donc, écoutez ça, on n'est pas rendu en hiver encore, mais ça s'en vient. Donc, le préchauffage, on va le faire. Puis le préconditionnement de batterie, c'est important pour avoir des bonnes performances aux bornes rapides. Donc, la chronique de Stéphane Levert dans quelques instants. On a également une chronique avec notre ami Philippe Corbeil qui va nous parler d'un scooter électrique très intéressant aujourd'hui, donc manquez pas ça. Et en grande entrevue, aujourd'hui, on parle de la disparition, la triste disparition des plus petits modèles de voitures électriques. En fait, on dit électrique, mais c'est vrai aussi dans la voiture à essence. Donc, les petits modèles de véhicules disparaissent. Ça a un impact, particulièrement pour les électromobilistes, ceux qui voudraient avoir des véhicules plus petits, peut-être un peu moins chers aussi, un peu moins luxueux, qui leur permettrait d'avoir un véhicule électrique plus rapidement. Mais aussi le fait qu'on se sent un peu comme obligé, quand on achète une voiture électrique, d'acheter quelque chose d'un peu gros, parfois, pour nos besoins. Au-delà des moyens, aussi les besoins. A-t-on toujours besoin d'un VUS ou d'un véhicule plus gros? Plusieurs ménages là, pourraient bénéficier du plaisir d'avoir une voiture électrique plus petite, plus économique. Alors, on discute de ça avec nos experts dans quelques instants.
Sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Acura a officiellement dévoilé jeudi dernier son premier véhicule entièrement électrique, l'Acura ZDX 2024. Le concept initial de véhicule électrique pour la marque de luxe et de performance Honda offre des spécifications impressionnantes, y compris jusqu'à 500 chevaux et une autonomie projetée de 535 km. Acura avait déjà dévoilé la ZDX l'année dernière lors d'un événement lorsque le nom ZDX avait été initialement confirmé. Acura avait déjà utilisé le nom sur un véhicule multisegment il y a à peu près 10 ans. Tel que conçu, la ZDX de production est disponible sans direction en crémaillère et avec des repères intérieurs qui se rapprochent des modèles à essence d'Acura, alors que la silhouette demeure intacte. Dans l'ensemble, il a son propre look et il est clairement étroitement lié au Cadillac Lyriq avec 197,7 pouces de long et 77 pouces de large et 64 pouces de haut. Le ZDX mesure moins d'1 pouce de la Cadillac Lyriq et il roule également sur le même empattement de 121,8 pouces. Mercedes-Benz souhaite moderniser ses modèles électriques EQE et EQS vers un système électrique à 800 volts à partir de 2025, permettant des capacités de recharge supérieures à 200 kW. Selon les médias, le passage à la tension de système 800 volts fait partie de la mise à niveau importante de la plateforme EVA2 qui s'appellera alors EVA2M. Une récente demande de brevet de Ford évalue l'utilisation de la recharge bidirectionnelle et d'un adaptateur pour recharger simultanément plusieurs véhicules à partir de la même source d'alimentation avec des applications potentielles pour des flottes. La demande de brevet de Ford publiée par l'Office des brevets et des marques des États-Unis a initialement été déposée le 26 janvier 2022 et détaille la recharge de plusieurs véhicules en branchant un seul véhicule sur une station de charge de manière conventionnelle en utilisant des adaptateurs pour connecter le port du véhicule à un câble de recharge afin d'énergiser d'autres véhicules. Volkswagen a débuté la production de sa nouvelle voiture électrique phare, le ID.7, dans une usine allemande d'Emden. L'ID.7 est le plus gros modèle électrique de Volkswagen à ce jour et la deuxième voiture basée sur le concept MEB derrière l'ID.4. Volkswagen entreprend la production de la voiture et ira rejoindre la gamme ID du constructeur automobile en tant que sixième modèle derrière la ID.3, ID.4, ID.5 et ID.6 qui est disponible uniquement en Chine et la nouvelle fourgonnette électrique ID. Buzz. Volkswagen a publié cette nouvelle dans des médias sociaux lundi dernier. Le programme pilote gouvernemental permet à tous les exploitants de bornes de recharge de facturer les clients en fonction de leur consommation d'énergie et Tesla facture maintenant les clients des superchargeurs au Canada par kilowattheure plutôt que par minute, confirme l'entreprise sur les médias sociaux. C'est l'un des premiers opérateurs de recharge du pays à effectuer le changement. L'annonce de Tesla survient 6 mois après que Mesure Canada, l'organisme fédéral responsable de l'établissement des normes de facturation, ait accordé une dérogation temporaire permettant aux fournisseurs des bornes de recharge de niveau 3 de facturer les clients en kilowattheure. Les bornes de niveau 2 et de niveau 1 avaient obtenu l'autorisation de facturer en kilowattheure en octobre dernier. La division électrique de Ford devrait perdre 4,5 milliards de dollars américains de plus que prévu cette année, mais le constructeur automobile est toujours déterminé à produire des véhicules électriques. L'Escape, l'Edge et le Transit Connect devraient disparaître
alors que Ford va de l'avant avec des véhicules électriques qui lui coûteront plus cher que prévu. Le constructeur automobile envisage une nouvelle génération de véhicules électriques à marge élevée qui se profile à l'horizon. Ford a admis que la production des véhicules électriques devait perdre 4,5 milliards de dollars de plus que prévu en 2023. En outre, ses plans de production de véhicules électriques sont également reportés, bien qu'elle ait toujours l'intention de produire 400 000 véhicules électriques annuellement dans un avenir prochain. Elle ne croit plus être en mesure d'atteindre cet objectif en 2024, tel que promis initialement. Cela signifie que de fabriquer 2 millions de véhicules électriques par an d'ici 2026 est également réévalué. La recharge rapide en courant continu rend les voyages des véhicules électriques plus pratiques, mais les propriétaires avaient été avisés au tout début que l'usage fréquent des recharges rapides pouvait possiblement entraîner des dégradations de la batterie. Ce n'est pas nécessairement le cas selon une nouvelle étude. En fait, le groupe Recurrent, qui produit les rapports sur l'état des batteries pour les véhicules électriques d'occasion, a étudié la recharge rapide sur plus de 12 500 Tesla aux États-Unis. Les voitures qui ont été rechargées rapidement au moins 90 % du temps ont été comparées aux voitures qui ont été rechargées rapidement moins de 10 % du temps. Et l'analyse n'a trouvé aucune différence significative dans la gradation de l'aire de répartition des deux groupes. Recurrent a également mené une enquête similaire pour les compétiteurs de Tesla et il a noté qu'il est très difficile de quantifier l'effet de la recharge rapide fréquente sur les différentes batteries qui ont plus que 5 ans. Le circuit électrique annonce la mise en service de nouvelles bornes de recharge rapide à partage dynamique de puissance. Le premier endroit au Canada à accueillir ce modèle de borne est situé à Rivière-du-Loup. Le nouveau modèle de borne est fabriqué par l'entreprise finlandaise Kempower et est distribué au Québec par Borne Québec. 3 satellites munis de 2 câbles de recharge se partageant une puissance totale de 500 kW. La puissance se répartit dynamiquement entre les véhicules branchés en fonction de leur capacité respective de recharge. Chaque borne peut délivrer jusqu'à une puissance maximale de 300 kW. Les bornes Kempower ont déjà fait leur preuve en Finlande dans les conditions hivernales difficiles et la technologie éprouvée est parfaitement adaptée à notre climat et aux véhicules électriques que l'on a sur les routes du Québec. Le partage de charge dynamique permet de simplifier l'expérience de recharge tout en allouant à chaque utilisateur la puissance maximale disponible en fonction de son véhicule. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Alors, on va avoir une chronique Rouler vert qui se fait en studio aujourd'hui, Stéphane. De retour dans mon siège préféré, dans le studio. Et sais-tu quoi, ton siège préféré, là, tu le sais pas, hein, mais lève-toi et regarde en arrière de ton siège. T'es pas sérieux? Je te niaise pas. Moi, je le ferais pas. Il l'a pas vu encore. Ben oui. Hein? T'as tenu ta promesse. T'as vraiment identifié mon siège. C'est ton siège. Si quelqu'un d'autre le prend, il faut qu'il sache qu'il occupe un siège important, celui de Stéphane Levert. Comment vas-tu, Stéphane? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va, numéro 1. Écoute, t'as une chronique aujourd'hui sur un sujet qui est tout à fait fascinant, qui est toujours d'actualité, hiver comme été, avec les voitures électriques. On le sait que les batteries lithium-ion ont cette faculté d'avoir une plage optimale d'utilisation à des certaines températures. Donc, on va dire température douce, aux 21-25 degrés, mettons. Donc, quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, on s'éloigne de ces températures-là, puis la voiture n'a pas ses performances, disons, optimales. Ouais. Elle fonctionne quand même bien, mais pas optimale. Tu parles d'utilisation, mais il y a une plage optimale d'utilisation. Il y a aussi une plage optimale pour la recharge, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Excellent. Donc, on va aborder le préconditionnement puis le préchauffage. Ouais. C'est pas la même chose. Ben, en fait, le préconditionnement, quand on parle de ça, que la voiture a la capacité de préconditionner sa batterie, ben, c'est pour, justement, ce que tu disais, d'atteindre cette plage optimale de soit d'utilisation ou de recharge. Donc, le préconditionnement, c'est d'amener la température à cette zone-là, optimale. Donc, un préconditionnement, ça peut être soit d'élever la température avec du chauffage ou de la réduire avec la climatisation. Alors qu'un préchauffage, ben, c'est un concept qu'on utilise surtout au Québec pour dire on préchauffe l'habitacle de notre véhicule avant de pouvoir l'utiliser. OK, excellent. Et quand on parle de préconditionnement, donc, c'est-à-dire de changer la température de la batterie pour l'amener à une plage qui va favoriser soit la recharge ou soit son utilisation à une température optimale. On fait ça concrètement, on fait ça comment? Quand on la chauffe, il
il y a une couverture chauffante sur la batterie. Qu'est-ce qui se passe là, technologiquement pour chauffer ou refroidir la batterie? Donc, si on parle de chauffage particulièrement, la majorité des manufacturiers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inclure un chauffe-batterie qu'on appelle. Donc, c'est vraiment un élément chauffant qui est directement dans la batterie. Mais ce qu'ils vont faire aussi pour pouvoir maintenir une température et pouvoir la réduire lorsque nécessaire, ils vont vraiment utiliser un système de préconditionnement et de thermorégulation de la batterie. Donc, c'est vraiment un système qui utilise un liquide réfrigérant qui va pouvoir maintenir le pack dans la zone de température qu'on discute depuis tantôt. OK. Puis quand mettons qu'il fait très, très froid, on va dire moins 25, moins 30 dehors, est-ce qu'on a une action à faire? Est-ce qu'on doit, nous, faire quelque chose ou la voiture va se maintenir elle-même à une température adéquate? Comment ça fonctionne? Donc, tout ça départ justement de lorsque la personne va faire le préchauffage de la voiture à domicile. Donc, c'est à partir vraiment de ce moment-là que là, tout ce cycle-là de préchauffage et d'amener la batterie à sa température optimale démarre. Donc, lorsqu'on préchauffe l'habitacle, il y a aussi ce phénomène-là qui va se produire. Donc, la voiture, sachant qu'elle est sur le point d'être utilisée, va pouvoir commencer à mettre la batterie dans la température idéale, au moins pour l'utilisation. Après ça, pour la recharge, c'est autre chose, mais au moins pour l'utilisation. Pour être capable de rouler avec, pour avoir une meilleure autonomie, etc. Et est-ce que ça sert juste à ça? Est-ce qu'il y a d'autres buts de préchauffer la voiture avant de partir? Ça nous sert à quoi? Bien, les gens, ils savent, là, ceux qui conduisent des véhicules électriques, il y a une faculté, une capacité de la voiture de pouvoir faire la régénération qu'on appelle, donc pouvoir soit ralentir ou même arrêter la voiture à un arrêt, soit une lumière ou un stop. Donc, la capacité de la voiture de pouvoir régénérer l'énergie, la récupérer, la renvoyer dans la batterie. Et ça, pour les gens qui sont moins familiers avec ce phénomène-là, ça peut représenter des puissances quand même assez élevées. On parle de 30, 40, même 50, même au-delà kilowatts de puissance que la voiture doit être capable de reprendre et de remettre. Comment dire, en freinant avec notre voiture, notre voiture agit comme une dynamo qui va générer au-delà, dans certains cas, de 50 kilowatts d'énergie. Effectivement. Qu'on ne veut pas perdre. Toute cette belle puissance-là, on va la récupérer puis on va l'envoyer, on va la retourner vers la batterie finalement. Exact. Et le fait de préchauffer, ça va améliorer ça? Bien, c'est dans le fond la capacité de la batterie de pouvoir reprendre de l'énergie. Donc ça, il faut qu'elle soit dans un état qu'elle est capable. Donc 50 kilowatts, là, si on retourne dans le passé, là, c'était les bornes rapides communes que les gens utilisaient, c'était pas mal ça. Dans le fond, les puissances qu'on devait faire, il y en a encore des bornes 50 kilowatts qu'on utilise à tous les jours. Donc, il faut que les gens soient conscients qu'en régénérant sur la route, bien, il faut que la batterie soit capable d'accepter d'ores et déjà des puissances. Et pour l'accepter, elle ne doit pas être trop froide, donc elle doit être à une bonne... OK, c'est beaucoup plus clair. Tu as parlé tantôt qu'on peut aussi préconditionner la batterie, non pas juste pour l'amener à une plage optimale de fonctionnement, mais dans l'optique de la recharge. Exactement. On sait qu'une recharge rapide, c'est beaucoup d'énergie, puis pour que la batterie soit capable d'accepter, je ne sais pas moi, 50, 100, 150, 250 kilowatts dans certains cas de puissance, elle doit être à une température très précise, sans quoi la puissance va baisser drastiquement. On peut être limité à 50, 60, 70 kilowatts plutôt que 250 si on est vraiment trop froid ou vraiment trop chaud. Donc, préconditionner, ça a aussi pour but de l'amener dans une plage idéale pour la recharge? Exactement. Et c'est là que le nerf de la guerre se passe. C'est que toutes les puissances qui sont annoncées par les manufacturiers, les capacités d'une certaine voiture versus une autre, les puissances qu'ils sont capables d'accepter, comme tu énumérais tantôt, ben, c'est toujours selon les conditions optimales. Donc là, l'enjeu, surtout ici au Québec, lors des saisons froides, c'est de pouvoir avoir cette capacité-là lorsqu'on fait des longs trajets et qu'on sait qu'on doit recharger dans des bornes, dans des sites avec des bornes rapides en cours de chemin. Bien, ce qu'on veut, c'est d'arriver à ce site-là et que la batterie soit à la température optimale pour pouvoir obtenir le maximum que la borne va pouvoir t'offrir. Donc, il faut que notre véhicule sache quand on va arrêter pour qu'il sache de quelle façon et comment
préconditionner notre batterie pour qu'elle soit exactement à bonne température. Si j'ai 1h30, 2 heures de route à faire, ça presse pas. Mais si j'arrête dans 30, 40 minutes, il va falloir que ça chauffe ma batterie plus vite. C'est ça. Donc, on doit entrer dans notre GPS, notre système de navigation, là où on veut arrêter. Est-ce que toutes les voitures font ça? Je sais que Tesla le fait, mais est-ce qu'il y a d'autres voitures que Tesla qui fait ça? Oui, en fait, comme tu l'as dit, Tesla a été des précurseurs à ce niveau-là. Donc, depuis quelques années maintenant, lorsqu'on entre l'adresse de destination, historiquement, a toujours prévu les recharges. Donc, lorsqu'on fait un voyage dans une voiture Tesla, on entre l'adresse, ça va te dire tu vas devoir arrêter à tel ou tel point lors de ta route. Ça, c'était déjà là. La nouveauté depuis quelques années, c'est qu'en plus de ça, sachant qu'on doit faire un arrêt dans un supercharger Tesla, environ, dépendant de la température, donc soit une demi-heure, 40, même ça peut aller jusqu'à 1 heure avant d'arriver à ton point de destination, on va avoir un indicateur dans l'interface qui va dire qu'actuellement, il y a un préconditionnement de la batterie en vue de la recharge. De l'arrêt que tu vas faire dans Exactement. Parce que la seule utilisation d'un véhicule n'amènera pas la température de la batterie à une température suffisante. Juste rouler avec ne fait pas chauffer la batterie assez pour l'amener à la température qui fait qu'elle va se charger super vite. Exactement. On doit forcer une surchauffe un peu de la batterie. Puis ça n'endommage pas la batterie de faire Absolument ça. pas. OK. Et est-ce que juste Tesla qui fait ça? Donc, depuis peu, dans le fond, Hyundai, Kia et Genesis avec les Ioniq 5, EV6 et GV60 ont fait une mise à jour le système d'infodivertissement qui permet cette fonctionnalité-là. L'enjeu avec le système qu'eux amènent, c'est que c'est exactement de la même façon que Tesla le fait. C'est-à-dire qu'on entre la destination et le système de navigation va savoir qu'on va devoir faire 1, 2, peu importe le nombre d'arrêts, et va pouvoir faire le préconditionnement pour amener la température. Encore là, l'objectif qu'on cherche, c'est de l'amener au moment que on doit faire notre premier arrêt du moins. Le problème avec cette approche-là, c'est que Hyundai, par exemple, dans la Ioniq 5 et la Ioniq 6, les gens n'utilisent pas de façon intuitive le système de navigation qui vient avec la voiture. Là, on utilise notre Android Auto ou notre Apple CarPlay avec tous nos contacts puis tout ça. Moi, c'est très rare dans ma voiture. En fait, la voiture que j'ai n'a même pas de système de navigation, mais peu importe la voiture que je conduis, c'est mon téléphone. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que les gens qui veulent utiliser ça doivent se déconnecter de leur Apple CarPlay, par exemple, puis se mettre à utiliser le GPS intégré dans le véhicule pour que ça fonctionne. Exactement. Puis, tu sais, les systèmes GPS intégrés, est-ce que tous les points d'intérêt sont là? Est-ce que c'est facile d'avoir les sites de bornes le plus à jour possible? C'est pas toujours évident. Donc, j'ai hâte de voir comment que les manufacturiers vont pouvoir s'adapter à la réalité des gens qui est d'utiliser le plus possible ces interfaces-là. Bien sûr. Exactement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment que ça va évoluer dans le futur. Stéphane, ça a fait un beau tour d'horizon du préconditionnement et du préchauffage. Donc, je te remercie beaucoup. Puis, comme tu dis tout le temps quand tu finis tes chroniques. C'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Et voilà. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Question d'être un peu dans le contexte au moment où on a fait l'entrevue que vous êtes sur le point d'écouter. Il y a de cela déjà quelques semaines, voire même un peu plus d'un mois,
On venait d'apprendre que Chevrolet annonçait la disparition de la Chevrolet Bolt EV et EUV et on n'avait pas encore la nouvelle qui a été annoncée dernièrement qu'il y aurait un retour de la Chevrolet Bolt, mais avec la nouvelle plateforme Ultium. Donc, dans l'entrevue, vous allez m'entendre et entendre nos experts parler de la fin de la Chevrolet Bolt, mais il faut bien se remettre dans le contexte là, qu'on n'avait pas encore l'information qu'elle reviendrait. Mais pour le reste, l'entrevue est impeccable. Vous allez voir, ça ne change rien. La teneur des propos qui ont été tenus lors de cette entrevue-là. Donc, très intéressante que je vous fais écouter à l'instant. Dans le journal La Presse, le 1er mai dernier, un article qui était écrit et signé par Marc-André Viaud d'Équiterre nous parlait du drame de voir disparaître les petites voitures électriques en particulier, avec l'annonce de GM. Et pour parler de ce phénomène-là, j'ai avec moi aujourd'hui 2 personnes bien placées pour en discuter. La première, Louise Lévesque, qui est directrice des politiques chez Mobilité électrique Canada. Bonjour Louise. Allô tout le monde. Je fais pas jouer ta toune aujourd'hui. Je la garde dans le temps des fêtes, celle-là. Et le deuxième, le conseiller en projet mobilité chez Équiterre, Daniel Rochefort. Bonjour, Daniel. Bonjour. Écoutez, c'est un phénomène qui est pas nouveau qu'on parle aujourd'hui. Peut-être que dans le monde de la voiture électrique, là, on vient de réaliser que ça nous happe comme dans le reste du monde, mais c'est un phénomène qui est là depuis longtemps. Les voitures sont de plus en plus grosses et en fait, les options de voitures petites, de plus en plus disparaissent du marché. Est-ce que c'était un phénomène qu'on devait ou qu'on était en mesure de s'attendre que ça nous arriverait si vite que ça, Daniel? Chez Équiterre, on a justement observé la question, puis on a commencé par faire une étude à travers le Canada. On a montré qu'il y a vraiment un problème. Les véhicules deviennent de plus en plus gros et ce phénomène-là se produit au Québec aussi. On a rattrapé le Canada, surtout en termes de catégorie. Donc, au Canada, comme au Québec, 80% des véhicules vendus maintenant, des véhicules neufs, c'est des VUS, c'est des camions légers, des pick-up. Je dirais qu'au Canada anglais, probablement que la notion de VUS et de pick-up est un petit peu plus gros, mais quand même reste que les voitures se vendent de moins en moins et représentent une fraction minoritaire du marché. Je faisais une liste tantôt, là, très sommaire. Là, je me disais, bon, les Accents, Rio, Yaris, Honda Fit, la Fiesta, la Cruze, la Sonic. Bye bye, c'est parti. Et là, on parle de voitures essentiellement à essence. Le phénomène est aussi vrai dans les voitures électriques, bien entendu. Il y a une vieille statistique, mais elle est quand même parlante, puis je voulais vous la donner. Là, les ventes québécoises de VUS 9, là, on parle de 2016 à 2019, donc il y a quand même quelques années, sont passées de 168 400 à 208 176 unités entre 2016 et 2019. Au cours de la même période, les ventes de sous-compacts neuves ont presque fondu de moitié, passant de 35 400 à 18 600 unités. C'est quand même impressionnant. On le sait intuitivement, mais quand on voit les chiffres, là, puis et c'est pas juste ici, hein. En France, ils vivent la même chose. Ils ont le même problème de disparition. Mais dans une moindre proportion. Mais dans une moindre proportion. Ils ont des options que nous n'avons pas. C'est-à-dire que eux aussi, ça descend, mais il leur reste des options. Puis, la Renault Twingo, la de Opel, la Volkswagen Up, la Fiat 500, la Mini sont des options qui sont utilisées là-bas. Ici, il en reste 4. Il reste 4 sous-compacts au Québec. Ah oui, jusqu'à... Ouais. C'est le choix est quand même mince. Avant qu'on entre dans les débats, puis je vais vouloir qu'on définisse ensemble un peu le phénomène du VUS pour être capable de se mettre dans un big picture, comme on dit. J'avais comme information que les préférences des Québécois ont changé dans les 5 dernières années, a observé Yves Martin, le directeur national du service d'alimentation des données chez le Canadian Black Book. Ceux-ci sont dorénavant attirés par l'espace de chargement, la traction intégrale et les équipements sophistiqués des VUS. Je peux vous dire que ça fait vraiment l'affaire des constructeurs qui souhaitent depuis longtemps délaisser les sous-compacts et les compacts au profit des VUS, note-t-il. La raison en est extrêmement simple. Peu importe la façon dont on examine la situation, c'est une question de profitabilité. Les constructeurs ne font pas beaucoup d'argent sur les petites automobiles. Le constructeur peut aller chercher de 3 000 à 5 000 $ de plus avec un VUS qu'il peut obtenir avec une berline offrant les mêmes caractéristiques. Donc, c'est money talk, hein? Absolument. Puis, tu sais, on peut se questionner là, sur l'évolution rapide là, des préférences du consommateur, alors que ça fait
des années, sinon des décennies, qu'on se fait bombarder de publicités. Des publicités de voitures, de sous-compacts, on n'en voit presque plus, là. C'est que des gros VUS qui sont en train de grimper des montagnes, là, ce qu'on ne fait jamais. Et on l'entend, je l'entends dans ma famille, je l'entends chez mes amis. J'ai besoin d'un VUS. L'hiver, le chalet, etc. Et alors qu'avant, on y allait. L'hiver, et c'est plus compact, et on y allait au chalet. Puis, avec tous les éléments de sécurité qu'on a aujourd'hui, même dans une petite bagnole avec les coussins gonflants, les radars sur les voitures, il y a plein de mesures de sécurité puis de technologie qu'on n'avait même pas dans les grosses bagnoles avant. Mais c'est sûr qu'on se dit, ben, si tu regardes un Gran Torino 1976 qui était en acier, puis tu sais c'était un char d'assaut, ben c'est sûr qu'on se sent un petit peu plus en sécurité, mais ça reste que il y avait des accidents avec ces bagnoles-là, puis il y avait des morts autrement qu'aujourd'hui avec les véhicules. Pour parler de l'espace aussi, là, c'est un argument que j'entends souvent, là, l'espace intérieur, et c'est drôlement trompeur. Il y a certains, surtout dans les petits VUS, là, qui sont pas vraiment des VUS. Dans un Cadillac Escalade, je comprends qu'il y a de l'espace. Mais il y a des VUS comme le Kona qui sont pas si gros que ça, là. Ben, premièrement, Louise, le Kona est-il un VUS? Il est classé. Il est classé VUS. Il est classé comme un VUS ici, comme en Europe, en effet. Et mais pourquoi le Kia Niro, qui est de la même dimension, lui est classé comme une voiture familiale. Et pourtant, c'est même plateforme les deux. Hein? Pourquoi on pousse tant pour faire entrer dans la catégorie VUS des véhicules qui ne le sont pas? C'est parce que les gens payent plus cher. Les gens sont prêts à payer plus cher. Les gens veulent un VUS. Okay. C'est en moyenne, grosso modo, 10 000 $. Le tag VUS, c'est en moyenne 10 000 $ de plus que la même plateforme, mais que c'est une voiture. Je regardais, puis il y a une question qu'il faut qu'on se pose, puis on va en discuter dans quelques instants. À un moment donné, c'est la poule ou l'œuf, là. C'est-tu on achète ce qu'on nous offre ou on nous offre ce qu'on demande? Quand on regarde le top 10 des véhicules en 2022 au Québec, Chrysler Grand Caravan, GMC Sierra, Hyundai Tucson, Jeep Wrangler, Kia Carnival, Mazda 3, là, ça c'est un peu plus petit, Nissan Pathfinder, Ram 1500. Écoute, on est dans... C'est presque tous des très gros véhicules, là. Oui, mais encore là, ça, il faut faire attention qu'il y a une partie du marché que c'est des gens qui travaillent avec leur véhicule, qui ont besoin d'un gros véhicule. Eux autres, ils n'achèteront jamais une voiture. Mais non, mais c'est correct, donc, ça c'est correct. Mais sinon, pour les communs des mortels, il y en a beaucoup qui achètent pour des mauvaises raisons, justement des gros pick-up. Mais je te dirais que ce qui est plus dommageable, moi je trouve que c'est toute la gamme des VUS compacts, les RAV4 et compagnie, qui eux aussi occupent une grosse majorité du marché, une grosse partie du marché. On se pose la question, la poule ou l'œuf. Les familles sont moins nombreuses. Chez nous, on est 6. Ma mère s'était acheté une Toyota Tercel. On rentrait pas toutes dedans. C'était la deuxième voiture de la maison. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin là, d'un 6 passagers ou même d'un 5 passagers. Plus rarement. Ça arrive. Ouais, ça peut arriver. Mais... C'est plus rare. Mais on se crée des besoins, hein? C'est ça qu'on est en train de dire. Hein? Puis aujourd'hui, même si, comme tu l'as mentionné tantôt, même si tu veux t'acheter une voiture, les choix sont tellement plus limités que pour les VUS et les petits camions. Ils sont limités parce que les voitures sont de plus en plus grosses. Des chiffres qui parlent. Je vous donne le poids moyen des véhicules par décennie, OK, en kilogrammes. Donc, en 1970, 859 kilos. En 1980, 909 kilos. En 1990, 977 kilos. En 2000, 1138 kilos. En 2010, 1236 kilos. En 2020, 1268 kilos. Donc, on est passé de 859 à 1268 kilos. Dans le temps de le dire, donc c'est 50% d'augmentation du poids des véhicules. Et souvent à l'intérieur d'un même modèle. Hein? Si tu regardes, il y a plein d'images là-dessus sur Internet où on te présente justement l'évolution d'un modèle et tu vois le modèle qui n'arrête pas de grossir d'année en année. Tout à fait. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que ce poids-là, il faut dépenser l'énergie nécessaire pour le faire bouger. Là. Donc, à mesure qu'on grossit le poids du véhicule, à mesure qu'il est plus lourd, il doit consommer davantage. Et ça, qu'on parle de gaz ou d'électricité, là, plus le véhicule va être gros. C'est un excellent point, Louise. Plus le véhicule va être gros, plus on devra dépenser d'énergie pour le faire avancer. Et on a
Puis on a je m'auto-flagelle, mea culpa. Ça fait 12 ans que je parle d'auto électrique, puis que je brandis le drapeau de l'économie, puis ça coûte pas cher, puis quand tu as un auto électrique, tu n'as plus besoin de calculer qu'est-ce que ça te coûte de te déplacer parce que c'est tellement peu ce que tu consommes que ça devient négligeable dans ton budget mensuel. Bon, c'est peut-être vrai du point de vue individuel, ça l'est un peu moins du point de vue collectif. On est dans une ère de sobriété énergétique. On le sait qu'il y a des moments dans la journée ou dans l'année où on doit faire attention pour pas tous consommer en même temps parce qu'il y a des problèmes de... On demande beaucoup de puissance, d'où les périodes de pointe et les moments où, par exemple, Hydro-Québec nous demande de déplacer notre consommation si on a le choix. Donc ça, c'est un problème de puissance, mais aussi un problème d'énergie, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'industries, d'appareils, on est en train d'électrifier notre économie, donc on va avoir besoin de beaucoup de réserves d'énergie. Ce qui est souhaitable, il faut éliminer tout à fait. La combustion tout à des fait, combustibles fossiles. Mais on élimine la combustion d'énergie fossile pour le remplacer par de l'électricité, mais pas pour une consommation d'électricité irraisonnée, non calculée et où on gaspille. On a toujours dit, les Québécois, on n'éteint pas les lumières parce que ça coûte tellement pas cher qu'on n'a jamais tenu compte. C'est sûr que votre ampoule, là, c'est pas ça qui... Il n'y a pas de panique à Bay James quand on oublie des lumières d'allumer, mais ça reste que si on charge tous des véhicules de 70-80 kWh de batterie, donc beaucoup d'énergie, à des puissances qui sont plus 6, mais qui sont rendues 11 puis 19 kW, ben, on demande beaucoup de puissance, on demande beaucoup d'énergie multipliée par des millions de voitures qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir des batteries si grosses, des autos si grosses, ben ça a un impact. Donc, la consommation, même en électricité, il faut s'en préoccuper. Absolument, absolument. Puis, tu sais, je l'ai dit souvent, quand on roule électrique, on se préoccupe moins du coût des déplacements, mais une énergie gaspillée reste une énergie gaspillée. Donc, c'est important de faire de l'éco-conduite et de choisir un modèle éco-énergétique, même si c'est électrique. Même si notre électricité au Québec est pas chère puis qui peut peut-être nous permettre de dépenser plus facilement. Ça fait partie d'un problème qu'on a, justement. On trouve ça cher, mais en même temps, c'est tellement pas cher qu'on se permet de dépenser. Puis c'est la même chose pour les voitures électriques. Ça devient un problème. Ouais, c'est pas individuellement, mais c'est collectivement que ça devient un problème d'augmenter sa consommation d'énergie de 10, de 15%. Tu sais, c'est les véhicules électriques jusqu'à récemment, la moyenne, c'était à peu près 18-20 kWh par 100 km. Maintenant, les nouveaux modèles, ça monte plus à 22, puis les camions, c'est dans le bout de 30. Donc, ça représente plus pesant, mais effectivement. C'est ça. Mais on fait la critique de ces gros véhicules-là, mais aujourd'hui, là, comment... En même temps, on en a besoin sur le marché. Mais en même temps, on peut pas reprocher à la clientèle de pas acheter un petit véhicule qui n'est pas disponible. C'est tout à fait. Et si on peut pas se mettre la main dessus, ben le client se retrouve... Bon, ben là, Louisa, tu mets le doigt exactement là où je voulais m'en aller. Oui. Je donne souvent des conférences, puis je vous le disais tantôt, j'entends aussi souvent... Je veux m'acheter une voiture électrique, mais il y a plus de petites voitures, mais j'entends aussi souvent, je veux m'acheter une voiture électrique, mais moi, quand est-ce qu'il va y avoir des gros VUS, des 4x4? C'est ça que j'ai de besoin. Ma constatation, à tort ou à raison, c'est que puis les gens ont peut-être été brainwashés, puis les gens ont peut-être été influencés par la publicité, puis ce qu'ils voient là. Mais une chose est sûre, le consommateur veut, dans une certaine proportion, des véhicules plus gros. Ce même consommateur-là, quand c'est pas à ma conférence qu'il est, mais qu'il est chez un concessionnaire, lui, il dit à son concessionnaire, est-ce que tu en as des VUS électriques? Non, pas un Kona, un vrai VUS, un plus gros. Et là, combien de fois tu t'es fait demander, est-ce qu'il y a des 4x4? Est-ce qu'il y a des 4 roues motrices? Donc, le problème, est-ce que c'est le consommateur qui veut vraiment quelque chose de plus gros? Ou le problème, c'est que le consommateur demande les choses qu'il a vues ad nauseam. Donc, on est dans un problème de la poule ou l'œuf. Doit-on faire des véhicules plus petits pour que les gens s'y intéressent? Ou on va attendre que les gens s'y intéressent avant de fabriquer des véhicules plus petits. C'est sûr que le fabricant, lui, là, il fera pas des plus petits pour tâter le pouls, là. Surtout qu'il sait que c'est plus payant à faire des plus gros, il va faire des plus gros. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On est comme dans une espèce de catch-22, là. Ouais, il faut... Je sais pas, on fait une norme zéro émission pour obliger une offre de véhicules électriques. Est-ce qu'on peut faire une norme dans la taille des véhicules? Parce que on est dans l'état actuel qu'il y a moins de demandes pour les véhicules, mais il y en a encore. Mais ces gens-là pourront pas trouver un véhicule de plus petite taille parce qu'ils s'en offrent pas. Et puis, il y a beaucoup de plus en plus de maisons au Québec qui ont 2, des fois même 3 véhicules.
Donc, mettons que 2 véhicules. Tu as un véhicule à longue autonomie, OK, c'est rassurant, un go. Ton deuxième véhicule, t'as pas besoin une deuxième fois, là, 400, 500, 600 km d'autonomie. Mais comment on gère ça? C'est quoi les moyens qu'on a pour régler cette problématique-là? Est-ce que c'est par des lois? Est-ce que c'est des taxes plus chères sur les véhicules plus gros? Mais encore là, le véhicule plus gros, il y a des gens qui en ont vraiment besoin pour leur travail. Donc, eux, c'est pas correct de les taxer alors qu'ils n'ont pas le choix d'en avoir. Est-ce que c'est des malus? Comment on gère ça? Il faut faire attention pour pas tomber dans la culpabilisation, puis même commencer à tomber dans une démonisation de l'électrification parce que les véhicules deviennent de plus en plus gros. Faut pas que ça devienne un prétexte à pas électrifier. C'est super important de faire le pas puis de passer aux véhicules électriques au Québec. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que l'offre n'est pas là, alors qu'elle est là ailleurs. Hein, des modèles petits, il y en a en Europe. En Europe, il y en existe. Ouais. C'est juste que les manufacturiers les envoient pas ici. Il y a un arrondissement à Montréal qui a fait une nouvelle réglementation concernant les stationnements dernièrement. Oui, j'ai entendu ça. J'ai trouvé malheureux qu'ils mettent ça sur le poids du véhicule parce que les véhicules électriques, sont lourds, même si ma Spark électrique, elle est toute petite, je me suis fait dire que c'est parce qu'ils n'ont pas la donnée. C'est ça. C'est ça que j'ai compris. Mais on se demande comment on peut faire. Peut-être que dans les villes, ça peut être une façon de réglementer le coût des stationnements. On utilisait beaucoup l'incitatif des ponts à péage et aussi des voies réservées pour les électromobilistes. Encourager les électromobilistes en ville, les tarifs de stationnement peuvent être là aussi. Ouais. Et tu sais, on parle de grosses voitures, la dispersion. En fait, on parle de la disparition des petites voitures. Donc, on est baigné avec un choix de grosses voitures. Pour moi, gros, c'est deux choses. C'est gros physiquement, donc une bagnole qui tu sais, que tu as de la misère à stationner à Montréal parce qu'elle est grosse. Là. Mon collègue Cédric Ingrand, qui collabore au podcast, qui est français, il me dit souvent, je regarde vos bagnoles ici à Paris, ça serait impensable. On serait même pas capable de rentrer sur certaines rues avec ces véhicules-là. Ils ont des petits véhicules là-bas qu'on n'a pas ici. Mais l'autre chose, c'est la taille de la batterie. Ça aussi, c'est un élément qui est différent de la taille du véhicule. J'ai une Chevrolet Bolt qui physiquement est relativement petite, mais qui a quand même une bonne autonomie, une batterie au-delà de 60 kWh, donc quand même une batterie relativement... C'est pas une très grosse batterie, mais c'est pas une petite batterie là, quand même. Pour moi, c'est deux choses. Si tu me donnais le choix à moi, bien sûr que je donnerais un choix de voiture plus petite pour ceux qui ont besoin de voitures plus petites, mais surtout, je donnerais une option de taille de batterie. Moi, si demain matin, je change mon véhicule, j'achète un deuxième véhicule, on va dire, ayant une voiture qui a une batterie de 60 kWh et plus, peut-être que ma deuxième pourrait avoir une batterie de 40 kWh ou 20 ou 30 kWh et ça serait bien suffisant pour mes besoins, mais cette option-là n'existe pas actuellement. Rares sont les manufacturiers qui donnent des choix sur la taille des batteries. Ceux qui l'offrent pendant les premières années, et c'est encore le cas pour plusieurs, il y a seulement la grosse batterie de disponible au début. Et alors que souvent, elle existe en Europe, la petite. Ouais, OK, ça, je savais pas. Oui, il y a beaucoup de modèles et beaucoup de manufacturiers vont avoir une option avec une batterie plus grande qui vient avec un véhicule plus luxueux. Donc, il y a un lien qui est fait, qui n'est pas nécessairement faux, mais qui n'est pas nécessairement vrai non plus, que si tu as du luxe, là, tu veux la batterie plus grande. Moi, je pense que dans certains cas, il y a des gens qui ont besoin d'une voiture absolument pas luxueuse, mais qui ont besoin de l'autonomie. Puis, ce que je trouve dommageable de tout ça, c'est que je me dis, on prive plein de gens là, qui sont à l'étape de se lancer dans le monde de la conduite automobile, des étudiants, des gens qui commencent à travailler, qui ont besoin de se déplacer pour leur travail. C'est pas tout le monde qui travaille à Montréal avec le transport en commun. J'espère qu'à Montréal, les gens s'achètent des billets de métro plutôt que de s'acheter une auto. Mais quand tu demeures en région puis que tu es obligé de te déplacer avec une voiture et que les seules voitures qui te sont disponibles, ce sont des voitures électriques grosses, donc plus chères, tu fais peut-être le choix de t'acheter une bagnole à essence qui est pas capable de rouler. Faut pas oublier là, que la batterie, le coût de la batterie est un gros élément dans le coût du véhicule. Alors, si on avait des options de batterie plus petites, on aura des options de véhicules électriques et de luxe. Et de luxe. Un étudiant n'a pas besoin des sièges réfrigérés puis des 8 caméras avec la vue aérienne. Je veux dire, tu sais, quand on était étudiant, on a tous été jeunes, là. Notre première bagnole, c'était écoute, ça avance. Il y avait des freins, tu pouvais avancer puis reculer, puis c'est tout ce que tu demandais, là. Tu sais, tu voulais pas aller au garage trop souvent. Puis là, tu pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus abordable. Bien sûr. Avec
avec une batterie de 40 ou même 20 kWh, là, ça serait suffisant pour certaines personnes. C'est là que tu vois que on n'arrête pas de dire depuis des années que le prix des véhicules électriques va diminuer, alors que ce qu'on observe, c'est pas ça du tout. Puis les gouvernements se rendent même complices de ça en augmentant les seuils pour les subventions et tout. Donc, les manufacturiers s'engouffrent là-dedans et n'offrent que des véhicules qui vont rencontrer justement ces seuils-là. Ouais. Avant la moyenne, c'était 45 000 jusqu'à il n'y a pas longtemps. Maintenant, la moyenne, c'est 50, 55 000. Ouais, ça a augmenté étrangement quand les seuils pour les subventions ont augmenté, les prix moyens des voitures ont augmenté. Donc, la batterie coûte moins cher, on en profite pour faire une plus grosse batterie. Donc, le prix reste la même. Je dirais les seuls cas qu'on a vu de baisse, c'est des voitures qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas changé de modèle. Mm-hmm. La Bolt, entre autres, à un moment donné, qui a baissé de prix, qui avait énormément de volume. Là, avant l'histoire du rappel, malheureusement, il y en avait beaucoup, mais ça en a fait beaucoup à rappeler. Mais ça reste que généralement, on y va avec des nouvelles technologies, on améliore, on met des batteries plus grosses. Et là, le prix de la voiture descend pas, mais la batterie a plus de... Moi, je dis souvent que ma dernière voiture m'a coûté à peu près le même prix, voire même un peu moins cher que ma première, puis elle a presque 3 fois l'autonomie de la première. Mm-hmm. On a augmenté l'autonomie, mais on n'a pas réduit le prix du tout, à peu près. Ce qui est peut-être une bonne chose pour qu'on arrive au marché de masse. Dans le fond, il fallait qu'on arrive à quand même une certaine autonomie respectable pour attirer le public. Là, quand on a atteint une moyenne de 400 km d'autonomie, là, ça devenait intéressant pour le grand public. Mais est-ce que le grand public a besoin d'un 500, 600, 700 km? Peut-être dans certains cas, mais vraiment pas tout le monde. Non. C'est effectivement, je pense que vraiment pas tout le monde. Un chauffeur de taxi, ça peut faire 2 fois. Et surtout pas 2 fois. Surtout pas 2 fois. Écoutez, on n'aura pas changé le sort du monde aujourd'hui, mais on va quand même avoir, comme on dit, réfléchi un peu sur le sujet. Moi, je pense que l'offre est essentielle à ce que les gens puissent se faire un choix. Est-ce que demain matin, si on mettait autant de petites voitures que de grosses voitures, on vendrait autant de petites que de grosses? Mm-hmm. Je ne crois pas, mais c'est petit à petit que les gens vont se rendre compte. Et si on met en plus des politiques en place qui vont favoriser les petites voitures, comme des règles qui ont été établies à Montréal dernièrement, où on surcharge les gens qui ont des voitures qui vont être plus grosses ou plus pesantes. Si on met des politiques qui nous aident et on voit le bien fondé de rouler avec une plus petite voiture, si l'option est là, on pourra le prendre. Actuellement, même si on fait la conclusion que ce serait un bon choix, on n'a pas l'option, ou à peu près pas l'option de le faire. Du moins, au niveau de l'électrique, oui. Puis je te dirais plus largement, il faut même peut-être baliser la publicité et tout pour interdire, si tu veux, la promotion comme ça à outrance des gros véhicules. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'offre au niveau de l'électrique, tu peux pas faire une publicité. Tu peux pas faire une publicité sur un véhicule qui n'existe pas, n'est-ce pas? Hein? À la base, ça prend de l'offre. Tout à fait. Daniel, Louise, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci, Martin. Puis j'espère que vous allez vous en retourner à la maison avec un véhicule qui n'est pas trop gros. Un petit compact. Un petit compact, c'est correct. Écoute, chacun son véhicule, ceci étant dit, mais je pense que dans une moyenne là, générale, je pense qu'il y a une grande partie de la population qui serait heureuse de bénéficier du plus petit coût d'une voiture plus petite et de tous les avantages. Venez faire un tour à Montréal avec une grosse bagnole, vous allez voir. Là, moi, quand je vais à Montréal, je suis content, puis on se bat, moi puis ma conjointe, pour prendre la petite voiture parce que se stationner, quand c'est serré, là, t'es bien content d'avoir la petite. Hein? Merci beaucoup à vous deux. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3.
8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Bonjour, pour ma chronique cette semaine, je vous parle du Piaggio One, un scooter qui entre dans la catégorie des scooters 50cc et dont j'ai fait l'essai dernièrement. Piaggio est une compagnie italienne spécialisée en scooters. Le groupe Piaggio possède plusieurs marques assez connues, dont la célèbre marque Vespa et aussi la marque Aprilia. Avec le Piaggio One, c'est un des seuls scooters équivalents à un 50cc disponible au Canada qui nous provient d'un grand manufacturier européen. L'autre étant le Vespa Elettrica. Cependant, afin d'offrir un prix compétitif, le Piaggio est fabriqué en Chine. Du côté des spécifications du scooter, il est propulsé par un moteur roue d'une puissance nominale de 2 kW avec une pointe de 3 kW. La batterie a une capacité de 2,3 kWh et on nous annonce une autonomie de 50 km et une vitesse maximale de 60 km/h. Le scooter a 3 modes de conduite, soit Eco, Sport et un reculon. La batterie est amovible et ne pèse que 15 kg, soit 33 livres, ce qui permet de la recharger en dehors du scooter avec l'aide du chargeur externe fourni. Une recharge complète de 0 à 100% prend 6 heures. Le scooter est muni d'une télécommande et on démarre donc le scooter sans clé. Cependant, ce n'est pas un système réellement sans clé car il faut activer le scooter à l'aide d'un bouton sur la télécommande pour ensuite tourner le commutateur d'allumage. Il est aussi possible de connecter son scooter à son téléphone via une application qui permet d'interagir avec le scooter. Le scooter n'est cependant pas connecté et l'interaction n'est seulement possible que lorsque le scooter est allumé et que le téléphone est à portée du scooter pour le connecter via Bluetooth. J'ai pu faire l'essai du scooter durant quelques jours grâce à l'aide de Piaggio et du concessionnaire SM Sport de Québec. La première impression du scooter est la qualité d'assemblage et des plastiques. Comme je le disais au début, Piaggio fait construire son scooter en Chine, mais on n'a pas l'impression d'avoir dans les mains un produit chinois. Lorsqu'on roule avec le scooter, le silence est impressionnant car le scooter n'émet aucun bruit. Même avec des scooters électriques, on a souvent un bruit qui vient soit des pièces mobiles d'entraînement ou encore un son électrique qui vient du moteur. Puisqu'ici, il s'agit d'un moteur roue, aucun son de pièces mécaniques et aucun sifflement ou buzz électrique du moteur. C'est totalement silencieux. De plus, on n'a aucun craquement lorsqu'on passe sur des surfaces inégales, ce qui dégage l'impression que l'assemblage est de bonne qualité. Du côté des performances, au niveau des accélérations, ce n'est toutefois pas foudroyant. Bien qu'on soit ici avec un véhicule électrique, on est dans des accélérations dans les mêmes eaux qu'avec un scooter 50cc à essence. Le Piaggio One est annoncé avec une vitesse maximale de 60 km/h et c'est pas mal ce qu'on a. Le compteur, comme la plupart des scooters que j'ai conduits, est un peu optimiste sur votre vitesse réelle, mais si vous êtes léger, vous pouvez dépasser facilement le 60 km/h. Au niveau de l'autonomie, j'ai obtenu 46 km lors de mon essai en mode sport, dans un environnement avec plusieurs côtes. Il est aussi à noter que dès les 10% de charge restantes, la puissance du scooter va être limitée. Il est donc préférable de ne pas descendre en dessous de ce seuil. Le scooter a un mode régénératif lorsqu'on relâche l'accélérateur. Cependant, dès qu'on touche au frein, la régénération s'arrête. La régénération et le frein moteur qu'elle procure est plutôt légère et aucune régénération n'est disponible sous les 30 km/h. Du côté des freins, ils sont très faciles à moduler et puissants. Le scooter a 3 modes de conduite, donc sport, éco et reculon, mais en fait, le seul mode de conduite vraiment intéressant est le mode sport, car en mode éco, vous êtes limité à 30 km/h. Ce n'est donc pas très agréable en scooter. Le reculon est amusant à utiliser en stationnant le scooter, mais puisqu'il
ce dernier est très léger avec ses 94 kg, ce n'est pas vraiment une utilité. Un aspect qui est très pratique, c'est la batterie amovible et relativement facile à transporter pour ainsi pouvoir stationner le scooter n'importe où et on apporte la batterie pour la recharger. La batterie pèse 15 kg, soit 33 livres, ce qui n'est pas léger, mais ce qui n'est pas tellement lourd non plus. Finalement, au niveau du prix, le Piaggio One est offert à 5 895 $, incluant le transport et préparation. Au Québec, il est éligible au rabais roulé vert de 500 $. Et de plus, au moment d'enregistrer la chronique, Piaggio offre une option de financement à 0% pour 48 mois. Le Piaggio est dans les scooters électriques équivalents 50cc parmi les plus abordables disponibles actuellement au Canada. C'est aussi le seul scooter 50cc qui vient d'un grand manufacturier européen et qui dispose donc d'un bon réseau de concessionnaires ainsi que d'une bonne réputation. C'est tout pour moi et on se reparle dans une prochaine chronique. Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100% électriques. Depuis 2021, le Max-EV a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max-EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max-EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max-EV est éligible à une subvention de 12 500 $. Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge au Festival des Montgolfières de Gatineau. C'est du 2 au 3 septembre 2023 au parc de la Baie, qui est l'aire d'envoler sur la rue Saint-Antoine à Gatineau. Le relais électrique se recharge à Saint-Jérôme-Branché. C'est du 3 au 4 septembre à la place des festivités 131 rue de la Gare à Saint-Jérôme. Conférence au Centre d'inspiration Kia. C'est une conférence privée le 6 septembre de 18h à 20h. Le relais électrique se recharge à la journée Mobilité et Prévention de Montréal. C'est le 10 septembre de 13h à 16h sur la place éphémère du Sanctuaire sur le boulevard de la Rousselière. Le relais électrique se recharge au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Québec. C'est du 15 au 17 septembre au Centre des foires de Québec sur le boulevard Wilfrid Hamel. Et finalement, l'AVEC se recharge à la foire Écosphère de Magog. C'est du 16 au 17 septembre à la Pointe-Mary dans le parc de la Pointe-Mary à Magog. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, c'est-à-dire aujourd'hui Louise Lévesque, Daniel Rochefort, Stéphane Levert ainsi que Philippe Corbeil. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau et la réalisation et la production, les Studios Basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, Hydrosolutions, Précision PPF Vitres teintées, Cubex Équipement, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, le magazine L'Alternative électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, écrivez plutôt au www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de nos épisodes à archives.silenceonroule.com et finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale numérique connectant le question.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.